Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au site rep numéro 138, nous sommes le 27 avril 2019 et même si le bilan des bombardements ou en tout cas des violations du cessez-le-feu est en sensible baisse, le bilan humain lui est déjà mauvais en temps normal entre guillemets, est encore plus mauvais cette semaine. Ouais, surtout vis-à-vis des soldats. Puisque du 20 au 26 avril 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 57 reprises, durant lesquelles elle a tiré 5 obus de 152 mm, 83 obus de mortier de 120 et 82 mm, mais aussi des munitions de calibre inférieur, véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, pour un total de 667 munitions. Donc on est en baisse très sensible par rapport à la semaine dernière. Ces tirs ont touché 18 localités de la République et il faut par contre y rajouter les 15 violations et 402 munitions, dont 55 obus de mortier de 82 et 120 mm tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Donc les dernières 24 heures sont quand même très mauvaises. D'ailleurs, les gens verront sur le graphique de la semaine, on a un pic au moment juste avant en fait, au moment de l'annonce de la grande annonce de la semaine. On va y revenir. Il semble que les Ukrainiens ont très mal réagi à la décision de Vladimir Poutine d'accorder les passeports russes de manière simplifiée aux habitants du Donbass. Je vais y revenir après. En tout cas, cette semaine, suite au tir de l'armée ukrainienne, 9 soldats de la RPD ont été tués, 3 blessés, 6 habitations et 2 voitures ont été endommagées. Côté ukrainien, depuis le début du mois d'avril, ils en sont à 21 morts et 48 blessés, dont 12 morts et 31 blessés au combat. Les données officielles de la partie ukrainienne pour la même période sont de 9 morts et 34 blessés. Juste une petite différence. Juste. Alors, côté OSCE, on continue de noter l'absence d'armes lourdes et des zones de stockage où elles devraient se trouver. Je rappelle que ceci est une violation des accords de Minsk. Ont été enregistrés cette semaine comme absent des zones de stockage 147 pièces d'armement lourd, dont 19 obusiers D-20 152 mm, 20 obusiers AK-4 152 mm, 13 obusiers automoteurs Gvozdi 422 mm, 89 chars d'assaut T-64. Oh, rien que ça. Ouais, et 6 mortiers PM38 de 120 mm. Alors on n'a pas le chiffre des détections sur la ligne de front, parce que l'armée ukrainienne fait tout pour empêcher les drones de l'OSCE de travailler et donc de pouvoir détecter la présence de ces pièces d'équipement là où elles ne devraient pas être. Sur ordre de Naïev, le commandant en chef de la fameuse opération les forces interarmées là. Donc ils ont opéré d'abord par brouillage de signal GPS dans la nuit du 18 au 19 avril. Donc ça a été mené par le 502e bataillon de guerre électronique des forces armées ukrainiennes. Ça a mené au crash du drone de longue portée de l'OSCE près de la localité de Novogorodskoye. Donc c'est bien, ils sont en train de... je rappelle, ça vous coûte du fric. Je rappelle, c'est vos impôts en Europe qui servent à payer cette gabegie quand même. Parce que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois. Les 19 et 20 avril, cette fois, ce sont les soldats de la 53e brigade près de Kurdyumovka et de la 93e brigade près de Kamenka qui ont tiré à l'arme légère sur 2 drones de l'OSCE. L'un des 2 a été endommagé et les observateurs ont arrêté leur travail dans cette zone. Ils ont estimé que ça servait à rien de risquer le 2e drone. Niveau provocation et autres infos militaires, les services de renseignement de l'RPD ont enregistré l'arrivée des combattants du régiment néo-nazi ukrainien Azov dans la région de Marinka, donc c'est près de la banlieue sud-ouest de Donetsk. Dans le but de mener de nouvelles provocations, c'est ce qui a été déclaré lundi par Edouard Bassourine, qui a rappelé qu'après le déploiement des nationalistes de l'unité Haïdar à Gorlovka, l'intensité des frappes dans la région avait sensiblement augmenté et que ce même scénario était fortement envisageable dans la région de Marinka. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on note depuis le début de la semaine, puisque le gros des violations du cessez-le-feu sont désormais en direction de la zone de Donetsk et beaucoup moins sur Gorlovka ou le sud de la République. Donc ça a l'air d'être quand même corrélé. J'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps de tout couvrir, mais le mois dernier l'Ukraine avait acheté en grande pompe des drones Bayraktar turcs. Ils en avaient fait tout un truc genre on a des drones turcs machin, en gros on va vous mettre la pâtée. Sauf qu'en fait l'armée ukrainienne vient de faire passer des tests à ces drones et qu'on a obtenu les résultats des tests.
et que le résultat, c'est pas folichon, parce que l'altitude maximale de vol est nettement inférieure à celle qui est déclarée par le constructeur et qu'elle ne dépasse pas les 6 km et demi, qu'il a une très mauvaise perception acoustique, sa manœuvrabilité est limitée et qu'il n'est pas en mesure de contrer les moyens de guerre électroniques. Donc en gros, si on lui fait un bon coup de brouillage dans la gueule, il va faire comme les drones de l'OSCE et il va nous faire un joli saut de l'ange. Pendant les essais, le poste de contrôle au sol fonctionnait mal de manière régulière. Le logiciel de la station au sol est de mauvaise qualité, n'assure pas la transmission d'une commande de lancement de roquette. Donc, ok. Et en plus, l'affichage des informations vidéo sur l'écran est de faible qualité, ce qui rend impossible la reconnaissance des cibles. Bon, en même temps, je pense que les civils du Donbass ne peuvent pas s'en plaindre. Hein. Ils préfèrent sans doute que ça marche aussi mal. Hein. Ouais, en plus, les experts militaires ukrainiens ont noté que les drones livrés sont obsolètes et épuisés, bien que d'après tous les documents, ils sortent tout juste d'usine. Alors, soit Poroshenko essaie de faire une dernière entourloupe pour s'enrichir sur le dos du budget militaire ukrainien avant de partir, soit Erdogan a baisé les Ukrainiens. Ça reste une possibilité forte, hein, la deuxième solution. Voire même les deux en même temps. Aussi, ouais. Hein, voilà. L'un n'excluant pas l'autre, mon capitaine. Alors donc, la grande nouvelle de la semaine, ça a été celle du 24 avril 2019, quand Vladimir Poutine a signé le décret permettant aux citoyens de l'RPD et de l'RPL d'obtenir la citoyenneté, donc le passeport russe, via une procédure simplifiée. Les habitants des deux républiques pourront passer par cette nouvelle procédure qui, je le rappelle, avait été votée fin 2018, qui est devenue pleinement effective fin mars 2019. J'en avais parlé un petit peu alors de certains sites rep, de cette nouvelle procédure simplifiée, j'en avais parlé vite fait. Alors les avantages par rapport à la procédure normale, c'est que il n'y a plus besoin de justifier de 5 ans de séjour en Russie, donc ce qui permet aux habitants de recevoir le passeport russe tout en résidant dans le Donbass. C'est en fait de le recevoir comme le recevrait n'importe quel citoyen russe qui vivrait à l'étranger. En gros, c'est ça l'idée. Pas besoin de justifier d'un emploi en Russie ou d'une autre source légale de revenus ou de justifier d'avoir assez d'argent sur son compte en banque. Pas besoin de fournir d'annulation de citoyenneté ukrainienne, donc les gens pourront cumuler les deux citoyennetés. Pas besoin de passer de tests confirmant le niveau de maîtrise de la langue russe. Possibilité de lancer cette procédure aussi pour les habitants du Donbass qui sont déjà entrés de manière légale en Russie, donc ils vont aussi pouvoir en bénéficier. Donc, lors du vote de cette nouvelle procédure, il avait été ajouté la possibilité pour le président russe de déterminer des catégories de personnes qui pourraient bénéficier de cette procédure simplifiée pour des raisons humanitaires, puisqu'au départ, cette procédure avait été mise en place pour simplifier, en gros, le retour des Russes ethniques de l'étranger. Mais ils avaient prévu aussi la possibilité d'ajouter d'autres catégories de personnes, justement à titre humanitaire. Et c'était justement l'ajout des habitants de l'RPD et de l'RPL sur cette liste qui était très attendu, qui faisait l'objet de toutes ces rumeurs que j'avais relayées il y a quelques semaines en arrière. Ça avait donné lieu à des batailles entre certains journalistes qui étaient très bien informés, comme Wargonzo, qui avaient relayé toutes ces informations, et puis un certain nombre d'experts, y compris russes, qui disaient mais non, mais c'est juste des rumeurs, c'est n'importe quoi. Bon, Wargonzo a pu plastronner après en disant vous voyez, on avait raison. En tout cas, donc désormais on voit que ce n'est plus une rumeur, c'est bien un fait, puisque donc le décret a été signé. Ce décret stipule que les habitants de certaines zones des régions de Donetsk et de Lugansk sont éligibles pour cette procédure simplifiée. Le délai d'étude de chaque dossier est fixé à 3 mois maximum et entre en vigueur le jour même de sa publication. Les habitants du Donbass pourront venir déposer les documents nécessaires en Russie juste après la frontière. Et encore, il y a même moyen que ça fasse autrement, parce que j'ai vu qu'en RPL, là ça y est, Pasechnik a dit qu'en fait ils vont faire en sorte que les gens puissent déposer les papiers en RPL, et c'est certains ministères en fait de la RPL qui vont s'occuper de transmettre les papiers à la Russie. D'accord. Mais après, il faudra effectivement, une fois que tu as la notification que ton dossier est accepté, il faudra te rendre en Russie pour apporter photo d'identité, signer les derniers papiers et donc faire la demande de passeport qui devrait être produit en 10 jours à peu près. D'accord.
En tout cas, ça montre clairement ce décret que le gouvernement russe ne s'attend pas à un changement de cap de la part de Kiev suite à l'élection de Zelensky. Je vais revenir là-dessus. Moscou comprend bien que la paix dans le Donbass, c'est pas pour demain ni pour après-demain, et que là, c'est plus possible de laisser les habitants de l'RPD et de l'RPL sans documents reconnus internationalement, puisque je rappelle que les passeports de l'RPD et de l'RPL ne sont reconnus que par la Russie et acceptés au cas par cas par la Biélorussie. C'est aussi un petit moyen de calmer les velléités guerrières de Kiev, parce que bombarder, mutiler et tuer des citoyens ukrainiens, c'est une chose, mais bombarder, mutiler et tuer des citoyens russes, ça en est une autre. Oula, oui. Parce que là, ça donnerait des moyens juridiques supplémentaires à la Russie pour poursuivre les criminels de guerre ukrainiens et pourrait permettre à la Russie de justifier une intervention de protection si Kiev décidait de lancer une grande offensive contre le Donbass. C'est-à-dire nous faire une bonne redite de l'attaque contre l'Ossétie du Sud de 2008. Ah oui, puis ce ne serait pas une exception non plus, parce que on a les communautés hongroises d'Ukraine qui pourraient... Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Poutine, puisque bien sûr ce décret a provoqué, et il fallait s'y attendre, l'hystérie tant à Kiev qu'en Occident. Kiev a même demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question. Ça a été une réunion pour ne rien dire, vraiment. Quand je vois le fric que ça coûte, de convoquer ça pour ça, vraiment n'importe quoi. Ce qui est débile, parce que Vladimir Poutine a bien rappelé que cette décision a été prise avant tout pour des raisons humanitaires, puisque les citoyens du Donbass sont privés de leurs droits les plus élémentaires et que ça avait dépassé toutes les limites, puisque je rappelle que Kiev ne donne plus de papier. Ne donne plus de papier, d'identité, de certificat d'acte de naissance, etc. Je veux dire, c'est... Les actes de décès aussi. De décès, voilà. Donc, je veux dire, c'est des gens qui n'ont plus d'existence légale. Donc, à un moment, il faut arrêter le tir, quoi. Oui, absolument. Ça fait 5 ans que ça dure. En plus, Poutine a rappelé que d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie délivrent eux aussi des passeports à des habitants ukrainiens. On en avait d'ailleurs parlé pour la Hongrie. Ça avait fait un scandale. L'Ukraine avait viré un consul hongrois, mais enfin, ils n'avaient pas convoqué un conseil de sécurité de l'ONU en urgence. Non, pas vraiment. C'est là qu'on voit le joli deux poids deux mesures, parce que la réaction, quand c'est des pays de l'UE et quand c'est la Russie, c'est pas la même. Donc, face à tous ces arguments logiques et basés quand même sur le droit international, au lieu de réagir de manière posée, calme et intelligente, ils y sont tous allés de leur réaction outrée, indignée et débile. Donc hystérique. Voilà. À commencer par Klimkin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui a qualifié cette décision d'agression et de nouvelle étape dans l'occupation du Donbass. Le pompon, ça a été le post Facebook, avec là aussi déclaration du père Klimkin, qui a déclaré que ce décret ne changerait rien et que les habitants des deux républiques resteraient des citoyens ukrainiens. C'est bien de vous souvenir que ce sont des citoyens ukrainiens, mais c'est seulement quand ça vous arrange. Parce que je rappelle que ça fait 5 ans que vous ne traitez plus la population du Donbass comme si c'était des citoyens ukrainiens. Parce que si c'est vos citoyens, je rappelle que vous devez leur fournir des papiers, vous devez leur verser des retraites, vous devez leur verser les aides sociales auxquelles ils ont droit, vous devez cesser de les bombarder parce qu'ils ont simplement exprimé un point de vue différent du vôtre, et vous devez respecter l'ensemble de leurs droits de citoyens que vous violez depuis 5 ans. Un petit peu facile aujourd'hui de brandir leur citoyenneté ukrainienne pour vous poser en victime, alors que vous vous asseyez sur les droits que cette citoyenneté vous impose. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, son sourire et son compte en banque. Non, mais à un moment, faut arrêter. Faut être cohérent. Soit c'est pas des citoyens ukrainiens, c'est des occupants russes comme vous nous le sortez depuis 5 ans, soit c'est des citoyens ukrainiens, mais vous assumez toutes les conséquences que cela vous impose. Mais on peut pas tout faire en même temps. Non, ça marche pas comme ça. Bon, Porky, c'était pareil, complètement hystéro. Il a déclaré que c'était la preuve des préparatifs du Kremlin pour la prochaine étape de l'agression contre notre État, l'annexion du Donbass ukrainien ou la création d'une enclave russe en Ukraine. Indirectement, ça infirme les affirmations, les déclarations comme quoi c'est l'armée russe qui est dans le Donbass. Parce que là, il te dit, la prochaine étape, ce sera l'annexion. Ah, mais merde, je croyais que c'était déjà fait. Bah oui. Oui. Non, mais bon, là, on oscille entre hypocrisie, hystérie et débilisme les plus profonds, là, quand même. Et puis, alors, Zelensky, au lieu de sortir par le haut de cette situation, a rien trouvé de mieux à raconter que de dire que cette procédure simplifiée était une autre confirmation du fait que la Russie serait un État agresseur qui mène une guerre contre l'Ukraine. Voilà. Donc là, mon gars, tu viens de rater l'occasion en or de montrer que tu étais une réelle alternative à Porky et aux autres débiles. Alors, je vais te dire qu'est-ce que ça aurait été l'option intelligente, puisque vu que tu n'as pas l'air d'avoir des conseillers très fut-fut.
ça aurait été de reconnaître que les autorités ukrainiennes précédentes ont manqué à leur devoir envers les citoyens du Donbass. Oui. L'option intelligente, ça aurait été de discuter avec la Russie, de monter un plan d'action concret pour remédier à la situation, par exemple en acceptant la proposition de la Croix-Rouge de servir d'intermédiaire pour le paiement des retraites, et puis en installant des points de délivrance de papiers d'identité ukrainiens. Ça aurait poussé la Russie à revoir sa position. Hein? Puis là, en plus, avec la loi sur la langue ukrainienne qui vient d'être votée à la Rada... Ouais, alors celle-là, c'est... Non, la Russie a toutes les raisons de penser que la situation va s'aggraver, y compris sur le plan militaire, tant dans le Donbass que dans le reste de l'Ukraine. Hein. Ça, je vais revenir aussi dessus. Parce que là, face à tout ça, la Russie n'avait pas d'autre choix que d'aider les habitants du Donbass à sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent sur le plan administratif et de les prendre sous son aile de manière légale pour dissuader Kiev de rééditer les actions de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud en 2008. Bon, comme d'habitude, là aussi, États-Unis, France et Allemagne ont hurlé de concert avec les mêmes arguments bidons. On a eu droit à un tweet de Kurt Volker qui a réutilisé les arguments ukrainiens quasiment mot pour mot, puisqu'il nous a sorti, je cite, « Le Donbass est l'Ukraine et les gens qui y vivent, quelle que soit leur langue préférée, sont ukrainiens. » Et ils ne sont plus ukrainiens depuis 5 ans, mon gars. Hein. Il a dit ensuite, la décision récente de la Russie de délivrer des passeports est très provocante et découle directement de son jeu d'occupation et sape les efforts pour mettre en œuvre Minsk et rétablir le Donbass sous contrôle ukrainien. Sauf que, comme l'a rappelé le représentant russe à l'OSCE, personne, pas même les États-Unis, n'a le droit d'interdire à quelqu'un de changer de nationalité. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pas à M. Volker de dire aux habitants du Donbass de quelle nationalité ils ont le droit d'être ou pas. Oui, en même temps, de la part d'un Américain qui s'octroie tous les droits, y compris judiciaires dans les pays étrangers. Oui, voilà. Mais bon, là... Alors la France, elle aussi, nous a ressorti les accords de Minsk de son chapeau, via l'ambassadrice française en Ukraine, Isabelle Dumont, qui nous a gratifié d'un tweet. J'ai mis indigent dans mon article, mais je pense que le mot débile, ça vaut encore mieux. Ce qu'elle dit, nous condamnons la décision de la Russie de faciliter l'octroi de la nationalité russe aux habitants de Donetsk et Lugansk. Cette décision contredit les accords de Minsk et ne facilite pas les efforts déployés en vue du règlement du conflit. Bon, argument repris par le ministère allemand des Affaires étrangères. Alors, moi je suis comme M. Nebenzia, le représentant russe à l'ONU. J'aimerais bien que tous ces gens-là me montrent le point des accords de Minsk violés par cette décision. Bon courage. Ils doivent pas les connaître, hein, parce que ils les font tellement peu appliquer par Kiev que... Je me demande même s'ils l'ont lu, c'est ce que leur a dit Nebenzia d'ailleurs. Il a dit, vous les avez lus un jour ces accords? Vous savez ce qu'il y a dedans? Allez-y, dites-moi quel est le point qui est concerné. Il n'y a personne qui a été foutu de lui répondre. Hein. Alors, de deux, j'aimerais savoir où sont tous ces donneurs de leçons qui brandissent les accords de Minsk, là. Parce que quand ces accords sont violés quotidiennement par l'Ukraine, on ne vous entend pas. Elles sont où les réactions indignées de l'Occident quand l'armée ukrainienne viole le cessez-le-feu tous les jours? Quand Kiev vote des lois qui vont réellement, à l'encontre des accords de Minsk, comme la loi de réintégration du Donbass ou cette loi sur la langue ukrainienne, quand les représentants ukrainiens sabotent les discussions à Minsk, quand ils daignent même venir à ces réunions, oui. Hein, parce que la réunion de cette semaine, il y en a qui ne sont encore pas pointés. Où sont les cris d'orfraie de ces défenseurs des droits de l'homme quand Kiev renie aux habitants du Donbass leurs droits de citoyens ukrainiens, les prive de papiers d'identité, de retraite, d'aide sociale, organise le blocus économique total et coupe fréquemment la flotte? Où sont leurs réactions outrées quand l'armée ukrainienne bombarde délibérément des zones civiles où il n'y a aucune pièce d'armement ni position des milices populaires? Où sont les appels au Conseil de sécurité de l'ONU par l'Occident quand les bataillons néo-nazis ukrainiens torturent et assassinent des civils? Quand l'armée ukrainienne bombarde délibérément des écoles, des maternelles, des hôpitaux et tue ou mutile hommes, femmes et enfants par milliers. Hein, pour moi, bon après, à mon avis, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus grave que d'accorder des passeports russes aux habitants du Donbass qui subissent tout ça depuis 5 ans. Oui. Ça mériterait bien plus une petite réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein Voilà. Si tant est qu'on considère qu'un droit fondamental soit grave, hein, par définition. Si ces gens-là voulaient réellement désamorcer la situation dans le Donbass et faire appliquer les accords de Minsk, ça serait peut-être bien de commencer par faire pression sur Kiev. Hein? Parce que je rappelle, c'est pas Moscou qui fait voter les lois à la Rada ou donne ses ordres aux représentants ukrainiens à Minsk, que je sache. Hein? L'armée ukrainienne, elle obéit pas à Poutine, mais au président ukrainien, aux dernières nouvelles. Hein? Tous ces officiels qui aujourd'hui hurlent à la violation des accords de Minsk quand rien ne les viole, par contre, ils sont très silencieux quand l'Ukraine les viole pour de bon.
Il faudra que vous m'expliquiez votre truc un jour, mais bon. Là, on va montrer une petite photo. Hein, c'est un petit montage que j'ai fait. C'est des photos des enfants. Certains des enfants, c'est un faible échantillon. Hein, de tous ceux qui sont morts sous les bombes ukrainiennes. Le tout dans le silence assourdissant de l'Occident. Elle était où, votre réaction outrée, Madame Dumont, quand ces enfants ont payé de leur vie, le silence complice des autorités françaises qui, depuis 5 ans, ferment les yeux sur les crimes de guerre des forces armées ukrainiennes, leur permettant de continuer à les commettre? Ah, pardon. Vous étiez justement en train d'aller taper la papote avec ces mêmes criminels de guerre sur le terrain. On va montrer vos charmants petits tweets. Hein, celui où vous êtes en train de faire un petit point sur la situation sécuritaire dans le Donbass, avec cette bande de criminels de guerre. Hein, ou celui à la fin de votre mission où vous vous affichez avec des soldats ukrainiens. Vous essayez même de faire leur promo en disant qu'ils mènent des actions sociales. Sauf que vous oubliez de dire qu'ils le font surtout pour essayer d'être un petit peu moins détestés par la population civile. Ah oui, parce que là, les exactions, c'est pas ce qui manque. Hein. Non, bah non. Hein, puis c'est pas en livrant un peu d'aide humanitaire aux civils qui vont faire oublier leurs crimes, Madame Dumont. Hein? Bah ouais, des crimes sur lesquels vous vous taisez de manière éhontée. Vous pouvez ensuite vanter l'amélioration des conditions au point de passage et l'aide précieuse des organisations humanitaires. C'est marrant, vous avez jamais un mot pour les violations quotidiennes des accords de Minsk par cette armée ukrainienne avec laquelle vous êtes allé vous afficher publiquement. Je vous parle même pas du tweet où vous êtes dit très sensible à l'honneur que vous a fait Arsène Avakov quand il vous a remercié pour les hélicoptères livrés à la France, à un pays qui fait la guerre à sa propre population. Bon, je sais bien qu'il n'y a plus rien qui dérange la France. Hein. On a livré des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites. Bon, enfin, Arsène Avakov, c'est quand même le commandant de bon nombre de bataillons néo-nazis ukrainiens qu'il est mouillé jusqu'au cou dans leurs crimes de guerre et qu'il a du sang jusqu'aux cheveux. Mais ça non plus, ça n'a pas l'air de vous gêner. Et je vais même ajouter un truc. C'est que tout dernièrement, apparemment, les journalistes qui avaient montré que la France avait menti sur la fourniture d'armes au Yémen. Ah oui, ils ont été convoqués à la DGSI, c'est un scandale. Voilà. Non, mais la France, c'est une dictature. Hein. Là, si vous aviez un doute, là, vous en avez la plus belle preuve. Hein. Là, le prochain qui me dit que la France est une démocratie, je vais l'envoyer discuter avec les Gilets jaunes qui ont été éborgnés, avec Monsieur Gaspard Gantz. Qui peut même plus, qui n'a plus le droit de couvrir les manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire de faire son travail de journaliste. Non, vraiment, moi quand je vois là, les élucubrations de la mère Dumont, de Monsieur Volcker et d'autres qui hurlent face à une violation des accords de Minsk imaginaires, alors que vous laissez l'Ukraine les violer chaque jour que Dieu fait, et que vous êtes là en train de brandir la citoyenneté ukrainienne des habitants du Donbass comme un étendard, alors que vous laissez Kiev violer les droits attenant à cette citoyenneté depuis 5 ans, j'ai quand même envie de vous rappeler cette phrase de Bossuet, qui est très juste et qui dit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Vous pouvez arrêter de venir jouer les pleureuses aujourd'hui face à cette décision de la Russie. Vous êtes en partie responsable pour avoir fermé les yeux sur les causes qui ont mené à la situation actuelle, donc fermez-la. Comme ils disent dans Kaamelott, fermez-la, mais définitivement. Voilà, je ne veux plus rien entendre sortir de votre bouche parce que vous êtes responsable de cette situation, bouclez-la. Je ne veux plus vous entendre. Ça suffit. C'est plus possible d'entendre des monceaux de conneries, d'hypocrisie, de cynisme et de débilisme à un tel niveau. Là, on a fait une overdose. Moi, la première. En même temps, le problème, c'est que je fais référence à une séquence d'un vieux film français en noir et blanc avec Lino Ventura. Ça ose tout, hein. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais. Si on regarde la situation en Ukraine, eh bien, dimanche dernier donc, avait lieu le second tour d'élection présidentielle qui a vu la victoire écrasante de Zelensky avec plus de 73% des voix contre 24,5% pour Poroshenko. Dès la publication des sondages de sortie des urnes, c'était clair que Zelensky était sûr de gagner très loin devant son concurrent. Résultat, même avant la fin du dépouillement des bulletins, Poroshenko a admis sa défaite, mais promis de ne pas se retirer de la vie politique. Donc c'est ce qu'on avait dit avec Xavier Moreau. Il va tenter de briguer un petit mandat de député pour garder une immunité tout en continuant à pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Dans la foulée de la publication des premiers résultats, plusieurs pays ont reconnu la victoire de Zelensky et l'ont félicité. De l'Allemagne à la France, en passant par les États-Unis, la Géorgie, la Biélorussie, l'ont aussi félicité Claude Juncker, Donald Tusk, le Juan Guaido. Pour se faire remarquer, sans doute. Voilà. Et même Viktor Yanukovych, qui a dit à Zelensky que ça serait bien qu'il ne déçoive pas les attentes que le peuple ukrainien a placées en lui. Je crois que pour ça, c'est mal barré.
parce que là, il va pas pouvoir gouverner, c'est ce qu'on avait dit, parce que là, on voit clairement que le Parlement ukrainien est pas du tout acquis à Zelensky, comme l'a prouvé l'insistance du président de la Rada, Paroubi, de voter cette semaine cette fameuse loi sur la langue nationale, sur laquelle je vais revenir après. Le but étant que Poroshenko puisse signer cette petite merde tant qu'il est encore en poste, pour ensuite laisser son successeur gérer le chaos que cette loi va engendrer, et qui pourra pas faire annuler avant l'automne, faute de parlement prêt à le soutenir. La tactique, c'est clair, ils sont en train de lui savonner la planche avant même qu'il ait son investiture. Néanmoins, cette méthode radicale pour torpiller l'adversaire pour avoir un effet inattendu et pousser Zelensky à dissoudre l'Assemblée pour organiser des élections législatives anticipées pour ne pas rester coincé dans la piscine de lisier installée par ses ennemis pendant 6 mois. C'est d'ailleurs, semble-t-il, ce qu'il a l'intention de faire et que la Rada a bien compris qu'il veut le faire. C'est pour ça dire que la commission électorale ukrainienne n'a toujours pas publié officiellement les résultats du second tour. Ah bon? Ouais. Ce qui retarde la cérémonie d'investiture. Donc ils sont en train d'essayer de jouer la montre pour l'empêcher de faire sauter tout ce tas de merde, quoi. En fait, c'est hallucinant. Non, mais l'Ukraine, Zelensky est d'ailleurs en train de lancer des procédures contre la commission électorale centrale en disant mais c'est bon, là vous avez tout dépouillé, vous publiez les résultats, vous n'allez pas attendre jusqu'à je sais pas quand, quoi. Enfin, c'est du grand délire. C'est d'ailleurs à mon avis à cause de ça que la Russie se montre très très prudente en ce qui concerne son éventuelle reconnaissance du résultat des élections présidentielles ukrainiennes, parce que même si Zelensky a dit qu'il voulait relancer le processus de Minsk pour établir la paix, il a aussi dit qu'il voulait pas donner l'autonomie au Donbass, alors que c'est prévu dans les accords de Minsk, donc on nage en pleine dichotomie. Ah oui, mais c'est des grandes contradictions, quoi. Voilà. Cette dichotomie dans les déclarations de Zelensky se reflète dans celle des réactions des officiels russes face à sa victoire. Certains se montrent un peu optimistes en mode bon allez, on va quand même essayer de lui laisser sa chance, mais d'autres sont en mode de toute façon, on se fait pas beaucoup d'illusions, il y a peu de chances que la politique de Kiev change. Résultat, la Russie n'a toujours pas reconnu officiellement le résultat de l'élection présidentielle ukrainienne et elle ne le fera vraisemblablement pas avant le mois de mai, si elle le fait. Puisque je rappelle que la Douma d'État doit examiner et voter pour ou contre la reconnaissance du résultat des élections, puisque le fameux projet de loi qui avait été soumis par le parti de Zhirinovsky est encore en cours d'examen. Projet de loi qui propose de ne pas reconnaître le résultat de ces élections pour cause de fraude massive, du fait que les Ukrainiens de Russie n'ont pas pu voter, etc. Donc pour l'instant, l'examen de projet de loi a été repoussé au mois de mai. Alors pourquoi attendre aussi longtemps ? C'est pour voir si Zelensky est digne des derniers espoirs que les Russes placent en lui, ou s'il fera comme son prédécesseur et qu'il mènera la même politique. Comme Poroshenko faisait très probablement la politique que Washington demandait, je crois pas que Zelensky s'en sortira des rails. Non, je pense pas non plus. C'est à mon avis pour ça que Vladimir Poutine a décidé de suivre cette stratégie de reconnaissance accordée seulement si Zelensky s'en montre digne, comme l'indique la déclaration de son porte-parole Dmitri Peskov. Ce dernier a en effet indiqué que si la Russie respecte le choix exprimé par les citoyens ukrainiens, il y a un problème de légitimité du processus électoral à cause de l'exclusion des 3 millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie, et que dès lors ils jugeront Zelensky sur ses actes. En attendant, il n'y aura pas de félicitations officielles de la part de Vladimir Poutine ni de possibilité de travailler ensemble tant que Zelensky n'aura pas montré que ses discours électoraux n'étaient pas que des paroles en l'air. En gros, Zelensky va devoir montrer qu'il est légitime par ses actes, faute de légitimité légale. La balle est dans le camp de Zelensky. Mais s'il fait de la merde, ils ne le reconnaîtront pas. Et là, l'Ukraine va être dans le caca. En tout cas, ce qui est intéressant dans ces élections, c'est que malgré les fraudes massives de Poroshenko, l'écart entre les deux candidats au second tour est tellement massif que on peut dire en réalité que au moins les derniers mois du règne de Poroshenko en Ukraine est totalement désavoué par la population ukrainienne. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait est totalement rejeté. C'est un facteur de 1 à 3, Zelensky a fait quasiment 3 fois le score de son adversaire, quoi. C'est presque un score à la Poutine, quoi. Tu vois, je veux dire, on parlait de cette loi votée par la Rada, donc qui a été votée le 25 avril, c'est le vote en deuxième lecture de cette loi qui définit l'ukrainien comme la seule langue nationale, qui doit désormais être utilisée de manière obligatoire dans tous les aspects de la vie publique. En gros, il n'y a plus qu'à la maison que tu peux parler autre chose, quoi.
Et encore, hein. Et encore, hein, je dis, le prochain stade, ça sera aussi à la maison. La délation, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est... Bien sûr, ce machin a été poussé par Paroubi et Poroshenko, qui ont qualifié ce projet de loi historique. Voilà. Poroshenko qui nous a fait un panégyrique en nous disant que la langue ukrainienne est un symbole de notre peuple, de notre État et de notre nation. Non, c'est un putain de patois. Il a dit c'est une autre étape importante sur la voie de notre indépendance mentale. C'est surtout une autre étape importante vers l'explosion du pays, mais surtout. Oui, il est bon pour la camisole, lui, c'est sûr. Hein. Parce que je rappelle quand même que l'Ukraine est pluriethnique avec des minorités linguistiques importantes. Bon, la plus grosse, c'est bien sûr la minorité russophone. Enfin, je parle aussi de la minorité hongroise, polonaise, roumaine, slovaque. Il y en a plein d'autres, même des Grecs d'ailleurs. Je rappelle quand même qu'en 2014, qui a foutu le feu aux poudres et qui a fait que la Crimée et le Donbass se sont barrés, c'est le vote de la loi qui avait retiré aux Russes son statut de langue régionale. Bah oui. Quand je vois le résultat que cette première loi a eu, c'est la perte de la Crimée et la cessation du Donbass avec 5 ans de guerre fratricide, qui a fait des dizaines de milliers de morts. Est-ce qu'il faut vraiment se féliciter de continuer sur la voie des décisions débiles qui vont accroître encore plus les tensions dans le pays? Je pose la question, hein, c'est... Est-ce que quand tu as fait une connerie une fois et que tu décides de poursuivre dans cette voie-là, est-ce qu'il faut vraiment te féliciter de ça? Je suis pas sûr. Just my 2 cents. Voilà, hein. L'Ukraine est déjà à feu et à sang. Il y a déjà des tensions de plus en plus vives dans tout le pays, pas seulement dans le Donbass, hein, parce que je rappelle qu'on avait parlé l'année dernière des tensions en Transcarpathie sur fond déjà du vote en première lecture de cette loi sur la langue nationale. Donc là, t'as tout le pays qui est en train de cramer et Poroshenko, il est en train de se féliciter d'avoir jeté un jerrycan d'essence supplémentaire sur les flammes. La camisole. Allô. Ouais, non, là, Houston, on a un gros problème. Yuri Boyko, hein, donc politicien de l'opposition, a qualifié cette loi de punitive et a mis en garde sur le fait qu'elle allait encore plus diviser la société ukrainienne qu'elle ne l'est actuellement. Merci pour ce moment de lucidité et d'essayer de sauver la moyenne de QI des politiciens ukrainiens. Enfin, on comprend qu'il a été largement entravé pour se présenter aux élections, lui. Hein. Ça, c'est clair. Ce projet de loi a provoqué des réactions pas seulement dans le pays mais aussi à l'étranger, puisque la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, a demandé de suspendre les travaux sur le projet de loi pendant la période électorale et de prévoir la participation des représentants des minorités nationales à son élaboration. Enfin, ça ou pisser dans un violon, c'était pareil. La Russie aussi, hein, qui a été quand même très préoccupée dès le début par les violations des droits linguistiques et éducatifs des minorités nationales. s'est adressé à l'UE, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, à l'OTAN. Là aussi, parle à mon cul, ma tête est malade. Hein, c'est marrant, ça les émeut beaucoup moins, les Occidentaux, que ces histoires de passeport russe pour le Donbass. Hein. Oh bah, c'est deux poids deux mesures. Voilà. Donc cette loi stipule que l'ukrainien est la seule langue officielle dans le pays. Toute tentative d'introduire le multilinguisme officiel sera reconnue comme une tentative de changer ou de renverser de force le pouvoir constitutionnel. Ça fait rien que ça. A été aussi introduit ce fameux délit d'humiliation publique de la langue ukrainienne, qui sera considéré comme un outrage au symbole d'État et qui sera puni par la loi. Donc si tu parles mal l'ukrainien, que tu fais des fautes à la télé ou dans le Parlement, eh ben tu pourras te prendre une amende. Même en public, hein, j'imagine, par extension. En public, voilà, ça va venir, t'inquiète. C'est progressif. Hein, voilà. Oui. Voilà. Parce qu'il y aura d'ailleurs des inspecteurs linguistiques qui surveilleront l'application de la loi et pourront émettre des amendes en cas d'humiliation publique de la langue ukrainienne. Pour l'obtention de la citoyenneté ukrainienne ou l'occupation de certains postes, il faudra prouver son niveau de langue ukrainienne, il faudra passer un examen. Les employés publics, soldats, diplomates, avocats, notaires, préposés aux soins personnels, chefs d'établissement d'enseignement, enseignants, chercheurs, employés médicaux et autres... politiciens, etc., devront maîtriser l'ukrainien. Ça promet. L'ukrainien est proclamé langue de la gestion des dossiers, des procédures judiciaires, des élections, des référendums, des négociations internationales. Ça promet d'être très drôle. Oui. Des relations de travail, de l'éducation, de la science, de la culture et des sports, de la publicité, de l'édition des livres, des programmes, ainsi que la langue de service aux consommateurs. Donc, il
Il n'y a que chez vous que vous pourrez parler autre chose. Hein. La loi ne couvre pas la sphère de la vie personnelle, pour l'instant, oui. Et il est possible d'utiliser n'importe quelle langue. Ceux qui violent les normes de la loi sur la langue risquent des amendes allant jusqu'à 11 900 hryvnias, soit $450 quand même, quand tu vois le niveau des salaires. Et même l'emprisonnement s'ils tentent d'introduire le multilinguisme en Ukraine. Alors ça, c'est une notion floue, hein, comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire introduire? Est-ce que c'est simplement le fait de le parler, juste? Non, le fait de demander à changer la situation. C'est-à-dire le fait d'essayer de revenir en arrière après, tu pourras aller en tôle. Voilà. Ça, c'est pas une dictature. Donc en clair, les gens qui maîtrisent pas l'ukrainien seront exclus d'un grand nombre de professions et de la possibilité de se présenter en politique, sans parler de l'accès aux soins qui va devenir très compliqué s'il est plus possible de parler à son médecin qu'en ukrainien, alors qu'une partie non négligeable du pays ne maîtrise pas du tout cette langue. En clair, tous ceux qui maîtrisent pas parfaitement l'ukrainien vont devenir des citoyens de seconde zone. Voilà. Et ça ferme définitivement la porte au retour du Donbass au sein de l'Ukraine, hein, parce que RPD et les RPL se sont exprimés très clairement en 2014 pour le fait de garder la langue russe. Ils vont pas accepter plus aujourd'hui de se voir imposer une langue qui n'est pas la leur qu'en 2014. Voilà. Donc ça, cette loi, par contre, ça fait barrage aux accords de Minsk. Ça, je vous le dis tout de suite. Beaucoup plus que ces histoires de passeport russe. Hein. Voilà. Et ça risque de provoquer un beau bordel, tant dans la partie russophone du pays qu'à l'ouest en Transcarpathie. Je pense que ça va carrément aggraver les tensions et agrandir les lignes de fracture existantes dans le pays. Et je pense que là, l'Ukraine est bien partie pour finir comme l'ex-Yougoslavie. Oui, avec de voilà. Hein. Voilà. Tout ça simplement pour se venger de la victoire de Zelensky à l'élection présidentielle et lui savonner la planche. Parce que là, ça le place entre le marteau et l'enclume. Parce que s'il s'oppose à cette loi, il va se foutre à dos l'électorat de l'ouest de l'Ukraine. S'il la soutient ou ne dit rien, il se fout l'électorat de l'est du pays. Alors qu'il doit lancer la campagne électorale législative. Et en plus, la Rada veut adopter une loi pour limiter les pouvoirs du président, pour finir de lui ligoter les mains. Là, quand même, avec cette loi, ils sont en train de foutre Zelensky en mauvaise position. Hein. Non seulement en interne, mais aussi vis-à-vis des pays étrangers comme la Hongrie et la Roumanie et même l'Union européenne, puisque je rappelle que cette loi contrevient aux recommandations du Parlement européen et de la Commission de Venise, qui avait vertement critiqué cette loi lors de son vote en première lecture. Je vous renvoie à quelques sites-rep en arrière l'année dernière, quand j'en avais parlé. Le risque de scission du pays a été soulevé par Konstantin Kosachev, le chef du comité du Conseil fédéral russe pour les affaires internationales. Je pense qu'il a totalement raison. Leonid Slutsky, président du comité des affaires internationales de la Douma, s'est lui aussi exprimé sur ce sujet. Il a dit « Le projet de loi approuvé par la Verkhovna Rada relève du domaine de la psychiatrie. » C'est ça. D'une part, Kiev se bat pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine, appelant Donetsk et Lugansk à rentrer au bercail. D'autre part, le Parlement ukrainien approuve le projet de loi qui lance en fait le processus de rejet du Donbass par l'Ukraine. Une contradiction totale, une folie totale. Je pense qu'on ne peut pas plus résumer. Ça a fait aussi grincer des dents le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, qui a critiqué le vote de cette loi. Il a dit clairement que ça violait les droits des Hongrois ethniques d'Ukraine. Il a appelé Zelensky à mettre fin à ces lois qui enfreignent les droits de la communauté hongroise en Ukraine. Bon. L'espoir placé sur Zelensky a l'air d'être partagé par les députés ukrainiens de l'opposition qui ont déposé 2 projets de loi pour demander à annuler cette loi sur la langue officielle ukrainienne pour bloquer sa signature en fait et donc sa mise en application le temps que le nouveau président entre officiellement en fonction et puisse le cas échéant refuser de la signer, ce qui la rendrait invalide de fait. Tant que ces propositions d'annulation n'ont pas été votées ou rejetées par la Rada, le président de la Rada ne peut pas signer la loi sur la langue officielle ukrainienne et donc Poroshenko peut pas la signer non plus. Bon, le risque c'est donc soit Paroubi et Poroshenko passent en force et signent cette loi, ou alors il continue de gagner du temps avec la commission électorale qui décrète pas officiellement que Zelensky est gagnant, comme je le disais, ou alors Zelensky fera peut-être rien contre, mais alors s'il fait ça, alors là, je dis autant jeter un jerrycan d'essence sur les flammes, parce que là, vous allez accélérer l'explosion de l'Ukraine le long de ces lignes de fracture linguistique et ethnique de manière quasiment certaine, je dirais. Ah oui, c'est presque vendu, presque vendu. Oui. Voilà. Alors, pour me faire pardonner d'avoir un site rep aussi long, je vous ai mis 2 pendant ce temps-là à Kiev. Bon.
Voilà. Alors, donc après que Poutine a simplifié la procédure d'obtention de la citoyenneté russe à l'RPD et la RPL, il y a une blague qui circule, je vous la traduis. Donc c'est Colonel Kassad, que je salue, qui a relayé cette blague. Alors, donc suite à cette nouvelle procédure simplifiée, un programme spécial a été mis en place pour les soldats des forces armées ukrainiennes. Alors, si le soldat ukrainien se rend à l'RPD ou la RPL, ou la Russie, il a l'opportunité de demander la citoyenneté russe. S'il se rend avec une arme, réduction du temps d'attente et amélioration des conditions de détention. S'il se rend avec de l'équipement militaire, un mois d'attente en moins, plus paiement d'un bonus si c'est une voiture ou un véhicule blindé. S'il se rend et amène 5 à 10 cucus avec lui en plus en captivité, avec lui, il a le droit de demander un hectare de terre dans l'extrême-orient russe. S'il se rend et amène avec lui des documents secrets, alors là, il a le droit à un transport à l'heure de son choix vers la RPD, RPL ou la Russie, etc. Le tout, bien sûr, après filtrage, suivi d'une campagne publique à la télé pour dire qu'il a fait le bon choix. Le tout avec des slogans du genre « Vous combattez encore et moi j'ai déjà un passeport russe, soldat dépêche-toi, le nombre de formulaires dans la région de Rostov est limité. » Ça, c'est fait. Et donc, l'Ukraine, en plus de ses réactions hystéro, nous a aussi gratifié d'autres réactions encore plus débiles. Puisqu'un député ukrainien a proposé de se venger pour les passeports russes dans le Donbass. Il s'agit du député ukrainien indépendant Evgeny Rybchinski qui a proposé de distribuer des passeports ukrainiens en plein centre de Moscou pour répondre au décret de Poutine simplifiant la délivrance des passeports russes aux résidents du Donbass. Il a déclaré que de nombreux Ukrainiens de souche vivent en Russie, en particulier à Tyumen, Moscou et Kuban. Il a dit, je cite, « S'il y a une guerre et qu'on agit contre nous sans diplomatie, nous devons réagir aussi sans diplomatie. Il y a Kuban qui est ethniquement ukrainien, il y a Tyumen partiellement ukrainien, et à Moscou, il y a tellement d'Ukrainiens qui y vivent que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourquoi ne pas commencer à distribuer des passeports ukrainiens dans le centre de Moscou? Je veux voir la réaction du nain du Kremlin. » Ouais. Il n'est pas si petit que ça quand même. Hein, parce que non, quand même. Si Poutine est un nain, qu'est-ce qu'il faut dire de Sarko? Oui, il est talonnette, oui. Voilà. Hein. Alors, il a dit qu'il pense à la Douma, à la manière avec laquelle ils vont s'adresser aux organisations internationales et auxquelles ils pourront s'adresser pour arrêter la distribution des passeports ukrainiens. Quelqu'un pourrait penser que je plaisante. Non, ce n'est pas une blague. Si, en fait. Ils s'en rendent pas compte. Le Kuban n'est pas ethniquement ukrainien. Le Kuban est russe depuis des siècles. Comme le Donbass d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est des zones qui appartiennent à la Russie depuis le XVIIe siècle. Mais ils s'aveuglent eux-mêmes, hein. C'est des déclarations, ils y croient même pas, c'est sûr. Non, mais enfin là c'est grave quand même. Et puis, je veux dire, la plupart des Ukrainiens qui vivent en Russie, déjà il y en a plein qui ont demandé la nationalité russe. Je ne suis pas pour demander le passeport ukrainien derrière. Et les analystes russes ont bien rigolé en disant c'est marrant parce qu'on n'a jamais vu de fil interminable devant les ambassades ukrainiennes en Russie pour demander des passeports ukrainiens. Oui. Oui. Alors je sais bien que les Ukrainiens ont considéré que leur petit régime sans visa avec l'Union européenne devrait être un truc qui attire tout le monde, mais si ça n'a pas attiré les habitants de l'RPD et de l'RPL, ça attire pas non plus les gens qui vivent en Russie, les Ukrainiens de souche qui vivent en Russie, déjà pour la plupart, ils ont maintenant la nationalité russe. Je rappelle que depuis le début du conflit, il y a à peu près 360 000 Ukrainiens quand même qui ont demandé la nationalité russe. Pas un petit chiffre hein, quand même. Hein. Et sans doute parmi les plus cultivés et techniquement formés. Hein. Et il y en a encore plus d'une centaine de milliers, je crois, 170 000 ou un truc comme ça, qui ont demandé l'asile politique. Oui. C'est pas pour retourner en Ukraine hein, derrière, pas dans l'immédiat en tout cas, et en sachant que dans le Donbass, t'as 89% des gens qui veulent le passeport russe. Vous pensez réellement attirer qui? Eh oui, les illusions. Non, sérieusement, j'ai revu la situation de merde en Ukraine sur le plan économique, politique, etc. Vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui ont la nationalité russe actuellement, mais qui sont ethniquement ukrainiens, qui vont venir demander un passeport ukrainien?
Vous y croyez vraiment à vos conneries ou... Moi j'en doute, mais bon. Ah mais que je m'attends à tout, hein. Parce que c'est possible, hein. Ils sont tellement cons, hein, c'est possible, hein. L'aveuglement, moi je m'attends à tout, hein. Non, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais sérieusement, enfin... Mais mon gars, vous êtes pathétique au dernier degré, quoi. Enfin bref. Donc voilà, c'est ça la situation, c'était la grosse nouvelle de la semaine. La semaine passée, la RPD était au Forum économique de Yalta. J'ai fait un article dessus sur Donbass Insider. J'ai pas pu aborder ce point parce que là, le site rep était déjà très très long, mais donc je vous encourage à aller le lire sur le site. Ouais, là je pense que la situation c'est un peu un statu quo. Là, les soldats ukrainiens savent plus trop sur quel pied danser, quoi. Ils attendent que Zelensky, à mon avis, passe l'investiture pour savoir à quelle sauce ils vont se faire bouffer. Je dis, là on a des petites réactions épidermiques suite au décret de Poutine. Mais je pense que ça va se calmer. Nous en tout cas c'est clair que non, les RPD et les RPL vont mettre en place des procédures pour simplifier au maximum le passage de la frontière, la préparation des papiers, expliquer tout bien aux gens comment faut faire, vérification des papiers avant de les envoyer en Russie, etc. Donc ça va être voilà, comme dans du beurre. D'accord. Donc voilà, et tant pis pour Kiev, ils avaient qu'à réagir avant. Ça fait 4 ans et demi que les premiers accords de Minsk ont été signés. Oui. 4 ans pour les deuxièmes, les accords de Minsk 2. Je veux dire, vous avez jamais rien foutu pour les appliquer. Fermez vos gueules. Laissez le Donbass se barrer. Voilà. Lâchez-nous la grappe, laissez-nous nous casser. Ciao, bonsoir. Merci pour ce bon moment. Au revoir. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est ça la situation. Faut voir maintenant comment ça va se passer en Ukraine avec la commission électorale et cette loi sur la langue. Je tiendrai en tout cas nos auditeurs au courant de est-ce que l'opposition arrive à faire sauter ce truc ou pas, quoi, ou est-ce qu'ils vont passer en force. Mais ça va foutre un beau bordel cette loi, ça c'est clair. Ok. Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle. Merci encore pour ton site rep. Et puis samedi prochain, donc forcément. Ouais. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée.